Dans un monde globalisé où les frontières entre les pays sont de plus en plus perméables, la traduction et l'interprétariat social sont des instruments indispensables pour réaliser une politique d'accueil et d'intégration dans une société ouverte au multiculturalisme. S'il est essentiel pour ces sociétés d'intégrer les différentes cultures et leurs richesses, il est aussi essentiel, face à la complexité du monde, que la communication passe entre les différents acteurs de la société. Dans cette optique, et depuis des années, diverses associations indépendantes ou paritaires, ainsi que plusieurs organismes publics, offrent des CETIS, services de traduction et d'interprétariat social, à destination d'organisations de première ligne qui sont en contact direct avec des personnes pratiquant une langue étrangère et parlant peu ou pas une des langues officielles du pays d'accueil. L'interprétariat en milieu social consiste à restituer un message verbal d'une langue source vers une langue cible, et ce de manière complète et fidèle. L'interprète social est un professionnel formé et supervisé. Les interprètes donc sont liés à un code de déontologie qui se décline en 5 points. La discrétion et la confidentialité. L'interprète est en quelque sorte soumis au secret professionnel. Le second, c'est la restitution objective, complète et fidèle des messages. Le troisième, c'est le principe de non-intervention. L'interprète est un intervenant de seconde ligne et doit veiller à le rester. Le quatrième est l'impartialité. Donc l'interprète veille à ne pas donner son avis. Et enfin, le principe de refus ou de limitation de prestations, s'il voit que les conditions ne sont pas respectées ou si le respect des personnes n'est pas respecté. Tolk- en vertaaldiensten zijn werkzaam op verschillende domeinen eigenlijk. Ze bedienen openbare diensten, sociale diensten, onthaal, integratie, jeugd, onderwijs, gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg. Ze werken ook voor de socioculturele sector. Op juridisch vlak kunnen ze ook interveneren, dus voor zaken die de openbare orde aanbelangen. En het is eigenlijk zo dat er zowel ter plekke kan getolkt worden op locatie, dan gaat de tolk op locatie, dus daar waar de mensen zich bevinden, ofwel tolkt hij telefonisch. Wat er ook kan gevraagd worden aan de tolkendiensten is om schriftelijke vertalingen te maken naar de verschillende talen. Voor wie wordt er nu eigenlijk gewerkt? Op tweede lijn eigenlijk, dat is voor hulp- of dienstverleners, die worden ook de gebruikers genoemd. Dat zijn mensen die dus in de non-profit sector werken, bijvoorbeeld voor een OCMW of voor een centrum voor vluchtelingen, in een school of bijvoorbeeld in een hospitaal en gemeentelijke diensten. En dan die mensen daar, dus die hulp- en of dienstverleners, die worden dan geconfronteerd met anderstalige cliënten. En die cliënten worden ook wel de hulpvragers genoemd, want die doen beroep op die diensten, omdat ze dus hulp nodig hebben op een bepaald vlak. Dus die cliënten hebben dan een tolk nodig, bijvoorbeeld als ze bij de advocaat gaan of bij de dokter op consultatie, bij een verpleegster, op de gemeente, wanneer ze hulp nodig hebben van de gemeentelijke ambtenaar. Dus we hadden het over de hulp- en of dienstverleners en over de gebruikers. Dus nog een ander puntje daarbij is, we zeiden daarnet dat er moet gewerkt worden op tweede lijn. Dus dat houdt concreet ook in dat uiteindelijk de cliënt, dus de anderstalige, die onvoldoende een van de landstalen beheerst, niet rechtstreeks kan beroep doen op de diensten van de tolk- en vertaalservice. Dus het moet altijd passeren via de gebruikers of de hulp- en of dienstverleners. Dus de sociaal tolken eigenlijk zijn mensen van een divers plumage. Dat kunnen mensen zijn die ooit uit het buitenland zijn gekomen. Dat kan een eerste, tweede, derde generatie zijn. Of dat kunnen mensen zijn die hier geboren en getogen zijn.
en Nederlands als moedertaal hebben. Die introductiecursus duurt 3 dagen en is gratis. Dan krijg je zo'n beetje een overzicht van wat het werk als tolk in de sociale sector inhoudt. En dan als je zegt van kijk, dat interesseert mij nog altijd, dat is een soort werk dat mij ligt, dan kan je een basisopleiding gaan volgen. En die basisopleiding duurt 84 uur. Dus het gaat dan over deontologie, over notitietechniek, conflictbeheersing, rolbepaling, een heel gamma aan vakken eigenlijk. Wat er dus belangrijk was, zoals ik daarnet zei, is de kwaliteitszorg. Hè? Dus maken dat die tolkprestaties op een deftig niveau worden uitgevoerd. For the research that we are currently conducting, we basically ask ourselves the next question. What if you're a health policy maker, a health policy planner, for example, a representative of the Ministry of Health, the director of a hospital, and you have to present a balanced budget, and you're worried about the extra costs that employing a social interpreter or any other language assistance would mean for your program. So first we had a look at some of the problems and consequences for costs that language barriers of patients in hospitals or in the general medical sector, what the implications of those barriers are. And briefly, just to explain the basic facts, we can say when the communication between a doctor and a patient is difficult because of the language barrier, the doctor has to be sure that he's going to make the right diagnosis, but he does not understand properly the symptom description, in which case he has to ask for more tests and other protective measures to be sure that he doesn't make a mistake. So in the long run, this leads, first of all, to an increase in test costs, as he will ask more tests for the same patient. It also increases the chance that the patient is hospitalized as compared to patients that do not have any linguistic problems. Furthermore, it has been shown that patients with language barriers are usually longer in hospitals than patients without barriers. Furthermore, the patient will have difficulties in understanding the treatment, understanding the diagnosis, will show decreased treatment adherence, and will also not follow up preventive measures as well. All of this has some unnecessary, needless, costly complications in the medical sector. On top of that, sometimes there are really costly medical interventions that could be avoided with language assistance. In general, we can recommend 2 things. First of all, that there's really a need for some serious in-depth cost-benefit analysis in the medical sector to evaluate exactly where and when social interpreters or mediators, cultural mediators are needed. And secondly, interpreters should be systematically used in illnesses that have the profile we described: long-term illnesses, chronic illnesses, illnesses with very costly consequences for the National Health Service, illnesses that need a lot of health education, because if not, the patient's health usually deteriorates a lot faster, which leads once more to extra costs that can be avoided. Just to end, we just want to state that interpreters should actually be provided for humanitarian reasons, because it increases the quality of care and it increases the quality of the patient-doctor relationship. But if we only look at it at this point for costs and cost effectiveness and cost benefits, it is beneficial in the mentioned cases, and so there is in that sense no reason not to employ them. Nos sociétés connaissent aujourd'hui un brassage culturel très important. L'interprétariat social et la traduction sociale sont des instruments indispensables d'une politique d'intégration réfléchie dans une Europe orientée sur la diversité et l'égalité des chances. La langue ne peut pas être la raison pour laquelle une personne ne parlant peu ou pas une des langues nationales n'ait pas le droit à des services d'aide et d'assistance, comme la santé, l'aide juridique, la formation ou encore le logement. Bonjour, je m'appelle Alain Clignet, donc je suis coordinateur d'une classe passerelle. Rapidement, une classe passerelle, c'est une structure d'accueil pour élèves primo-arrivants, donc jeunes adolescents de 12 à 18 ans environ. Donc nous accueillons des jeunes qui, pour la plupart, ne connaissent pas le français. J'appelle le service d'interprète pour
Pour l'inscription des jeunes, quand les jeunes ne viennent pas à l'école la première fois avec leur famille et accompagnés d'un ami pour faire la traduction. Donc moi j'aime bien expliquer aux jeunes clairement quel type d'école nous avons ici, ce qu'ils vont étudier, comment fonctionne une école, parce que c'est vrai qu'une école en Tchétchénie ou en Belgique ne fonctionne pas du tout de la même manière. Donc j'explique comment fonctionne l'école et par ailleurs, en échange, les parents me livrent grosso modo quel est le parcours scolaire des jeunes, le profil de la famille en gros. Alors par la suite, au cours de l'année, j'ai quelques interventions plus ponctuelles si les jeunes ont des difficultés d'apprentissage, d'adaptation au pays. Et finalement, une partie de nos prestations se font également lors des réunions de parents, parce que les réunions de parents sont des moments très importants d'échange entre les enseignants et les parents. Et donc, sans passer par la langue d'origine, c'est impossible. Donc, c'est à ce moment-là qu'on fait appel au service d'interprète. Mon nom, c'est Martin Claessens. Je suis psychologue dans une équipe qui s'appelle Santé en exil. Et on appelle ça une équipe spécifique en clinique transculturelle. Donc, ça veut dire que les personnes qui viennent ici sont en majeure partie des personnes en demande d'asile, peu importe le moment de la procédure dans laquelle ils sont. Et puis toute une autre partie de la population, c'est plutôt des personnes qu'on peut appeler immigrées, deuxième, troisième génération. Donc on essaie d'utiliser les interprètes sociaux assez vite. C'est vrai que parfois on doit un peu se justifier auprès de certains envoyeurs qui jugent que les personnes parlent suffisamment bien le français pour se débrouiller. Et c'est vrai que dans un entretien psychologique, c'est pas se débrouiller qu'il faut faire, c'est pouvoir vraiment s'exprimer. Et c'est vrai que si on a une connaissance simplifiée du français, on va être obligé de simplifier sa vie et simplifier son récit, ce qui n'est pas du tout ce qu'on cherche nous dans notre cadre. Donc ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est le fait de pouvoir utiliser les richesses de la culture de l'autre. C'est vrai que c'est important pour nous d'utiliser les ressources qu'ils ont, et leur langue et leur culture, c'est une de ces ressources. Quand une personne amène par exemple une certaine expression que l'interprète va essayer de traduire comme il peut, c'est jamais facile, ou une métaphore ou quoi, nous on va pouvoir travailler avec ça, on utilise ça, et donc on utilise la richesse de l'autre, ce qui est toujours très intéressant et valorisant. De la même façon, l'interprète, quand une personne comme ça rencontre un interprète, c'est l'occasion de rencontrer quelqu'un qui vient parfois du même pays que soi et qui a su trouver une place dans la société belge, qui a su trouver un peu un entre-deux, entre le respect de sa culture à soi et l'arrivée dans un autre pays, et essayer de trouver une place plus ou moins facilement entre ces deux-là. Je m'appelle Sidonie Odimba. Nous demandons aux interprètes de nous accompagner avec les familles dans différents services sociaux tels que le CPAS, les écoles. Ça peut aussi être des rendez-vous chez un avocat ou même devant un juge dans le cadre d'une procédure, quelle qu'elle soit. La présence des interprètes sociaux au sein des consultations de l'ONE permet aux équipes de l'ONE de travailler de manière beaucoup plus pointue et beaucoup plus précise auprès des familles.